Bien, bonjour à toutes et à tous. Je propose qu'on démarre dès à présent. Donc, je suis Stéphanie Hervier, une des fondatrices et la directrice générale de la société Medavise, qui est une société de télémédecine. Alors, je vous remercie. Il y a déjà un chat très actif où chacun se dit bonjour et c'est très bien. Ça nous permet de faire un tour des territoires de France et ce qui permet de montrer que c'est donc un sujet qui concerne et qui intéresse toutes les géographies françaises. Avant de démarrer donc cet événement, moi je voulais revenir un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on a décidé d'adresser ce sujet aujourd'hui. Pour vous donner du contexte, ce que vous avez peut-être en tête, depuis le 1er mars 2024, les entreprises comme Medavise sont éligibles à un agrément qui s'appelle l'agrément des sociétés de téléconsultation. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Modulo le respect d'un très grand nombre d'exigences techniques, nous pouvons salarier des médecins pour réaliser des consultations vidéo qui sont éligibles à une prise en charge de CNAM lorsque ces consultations respectent les critères conventionnels. Et parmi ces critères, il y a la notion très forte de lien territorial entre le patient et le médecin. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce début d'année 2025, moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la plupart des mutuelles avec lesquelles on travaille, notamment parce que je souhaitais partager avec elles les enjeux autour de l'agrément. Et toutes ou presque m'ont posé cette question. Mais pourquoi imposer le lien territorial? Est-ce que ce n'est pas justement l'intérêt de la télémédecine au sens large? C'est abroger les distances pour mettre en relation des patients en demande de soins avec des médecins disponibles. Alors, j'adorerais avoir une réponse binaire, claire et nette à cette question. Peut-être qu'en Bretagne, on a des accointances avec la Normandie, mais la réponse, elle est tout simplement « ça dépend ». Et parce que ce qui est certain, c'est que la téléconsultation, je pense même hors sol, elle rend service. Et en revanche, pour nous, une des questions cruciales, c'est qui doit en supporter le coût? Est-ce que c'est à l'assurance maladie et dans quel cadre? Et donc, on a souhaité ouvrir le débat sur ce sujet avec deux experts que Denise Sidbert va introduire dans quelques instants. Une chose est sûre, cependant, nous, chez Medavise, la territorialité, elle nous est chère et on est vraiment convaincus que la télémédecine doit servir le territoire. Denise, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Stéphanie. Je suis ravie de traiter ce sujet parce que ça m'a longtemps perturbé cette question de télémédecine et territorialité. Ce que télé veut dire distant et pourtant il y a une tonne d'exemples diversifiés. Personne ne s'opposera aux Norvégiens éparpillés sur plus de 2000 kilomètres. Il y a les Inuits, il y a le problème des maladies rares où l'expertise va se trouver à l'échelle de l'Europe, voire ailleurs sur un autre continent. Il y a les accidents où médecins et patients ne sont évidemment pas ensemble. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Je vais citer un aller-retour qui s'est effectué aux États-Unis, c'est-à-dire que depuis le début de la télémédecine, les États avaient continué de respecter l'obligation comme quoi le professionnel devait avoir une licence pour exercer dans l'État. Donc, on ne pouvait pas, à 10 kilomètres, demander à un radiologue, mais qu'est-ce que tu penses de ce cliché, s'il n'avait pas la licence de l'autre État. Pendant Covid, ça avait été suspendu, et puis c'est revenu. Sauf que c'est revenu avec le fait que maintenant, chaque État décide. Donc, il y a des États où ça peut être national et d'autres pas. Alors, pour revenir en France aujourd'hui où nous allons traiter la question, on va beaucoup parler du parcours de soins intégrés et coordonnés qui est vraiment un apport relativement récent pour rendre plus efficient le système de santé. Et pour ce faire, nous avons deux super invités qui sont d'une part le docteur Jérémy Goudour, fondateur de la société Omedis, qui va nous parler dans un instant parce que Omedis nous apporte une téléconsultation augmentée. Et puis, nous aurons le docteur Pierre Simon, grand expert de la télémédecine depuis ses débuts et qui est plus récemment cofondateur du think tank Télésanté et numérique en santé. Je commence par le docteur Goudour et je vais lui demander de nous expliquer pourquoi il a pensé créer une société, comment il est arrivé à l'idée de téléconsultation augmentée et comment est-ce que cela fonctionne. Merci Denise, bonjour à toutes et tous. Donc très heureux déjà d'être avec vous, très flatté de l'invitation. Merci Stéphanie pour cette invitation.
Alors, effectivement, moi, je suis ancien praticien hospitalier en médecine d'urgence et nouvellement, depuis quelques années, médecin généraliste installé et cofondateur d'un modèle d'organisation territoriale de téléconsultation. Stéphanie rappelait le cadre de la convention médicale, donc c'est un label de cette convention médicale qui est rappelé dans différents articles et qui a vocation à assurer une pratique particulière de la télémédecine, qui est effectivement, vous le rappeliez, la téléconsultation assistée et augmentée ou assistée et instrumentalisée, c'est-à-dire que l'ensemble de nos patients sont toujours accompagnés par un professionnel de santé lors de la téléconsultation. Et en plus de cette téléconsultation où le patient bénéficie de la présence d'un tiers professionnel de santé, on va utiliser des dispositifs qui sont disponibles sur le marché pour réaliser une partie de l'examen clinique à distance. L'auscultation, l'autoscopie et puis une caméra à main pour voir un fond de gorge des plaies. On peut toujours pas palper, mais on peut déjà augmenter le champ des possibles. Alors, pourquoi j'ai dit tout de suite oui à l'invitation de Stéphanie au-delà de sa sympathie habituelle, c'est que le sujet, je suis un fervent défenseur de la territorialité, de la télémédecine en général, mais de la territorialité. Mais je crois qu'il faut ramener le débat de manière un petit peu plus fine. Dire que télémédecine et territorialité sont deux points qui doivent obligatoirement cohabiter, je pense que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que déjà, télémédecine, c'est beaucoup trop large. Ça couvre un champ de pratique qui aujourd'hui est extrêmement bien décrit, qui est de plus en plus utilisé par les professionnels de santé. Et il faut très certainement individualiser la notion de territorialité aux différentes pratiques de la télémédecine. Tout comme il faut individualiser, selon moi, la notion de territorialité à la cible des patients que l'on veut prendre en charge. Voilà. C'est pas la même chose de avoir besoin d'une télé-expertise dans le cadre d'une maladie rare pour assurer la prise en charge dans le territoire d'un patient. C'est pas la même chose de faire une téléconsultation du patient jeune, technophile, en bonne santé, qui souffre de son lumbago. C'est pas la même chose que d'assurer le suivi en téléconsultation assistée et augmentée d'un patient qui n'a plus de médecin traitant dans un territoire et qui souffre d'une maladie chronique et qu'on va accompagner. Et c'est pour ça que je suis un fervent défenseur de la territorialité quand elle est individualisée à la cible des patients et aux pratiques de la télémédecine. Et comment cela se passe exactement pour un patient? Comment est-ce qu'il va découvrir l'existence de votre structure? Comment il s'y prend? Dans notre modèle, rapidement, comment ça fonctionne? On est parti de trois tristes constats, trois constats négatifs pour Oui, essayer Stéphanie. de poser une organisation qui va les combler. Vous avez des problèmes d'audio? Le premier constat J'entends. étant de se dire qu'à l'échelle de chaque département en France, il y a encore des disponibilités de médecine générale qui sont très souvent agrégées dans l'agglomération d'attractivité du département et qui ne sont pas utilisées, alors que dans le même temps, la périphérie du Ah oui, très bien, département, en oui. zone rurale, il y a des besoins qui ne sont pas assouvis. Le deuxième constat, celui des études, de l'adresse, alors tout est discutable, mais qui montrait quand même qu'une téléconsultation en visio simple entre un patient et un médecin qui n'est pas son médecin traitant est quand même l'apanage du patient jeune, urbain et technophile. Et le troisième constat, on le voit aujourd'hui, au-delà de la télémédecine, mais les nouvelles offres de soins qui viennent s'implanter dans le territoire et les nouvelles installations de médecins sont urbaines et ne sont pas rurales. Donc, on va concentrer l'offre de soins en milieu urbain et oublier les territoires ruraux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a enregistré avec l'Ordre des médecins un nouveau modèle de cabinet médical, un lieu physique au sein duquel on va agréger les disponibilités médicales non utilisées jusqu'ici du département. Donc, les médecins viennent y partager une demi-journée par semaine, une demi-journée tous les 10 jours.
au sein de ce cabinet. Il est innovant dans le sens où ce cabinet reçoit des médecins physiquement, mais ne reçoit pas physiquement les patients, parce que les médecins, au sein de ce cabinet, enregistrés à l'ordre encore une fois, vont pratiquer la télémédecine, donc pendant toute la durée de leur vacation qu'ils peuvent consacrer à nos patients. Et ils vont prendre des patients qui n'ont plus de médecin traitant et assurer leur suivi, ça c'est 70% de notre activité, et des patients qui ont encore un médecin traitant mais qui n'est pas disponible dans le délai adapté, c'est 30% de notre organisation. Et comment ils vont les prendre en charge? Eh bien, en allant directement au plus près de ces patients dans les territoires ruraux du département, par la téléconsultation assistée et augmentée. Donc, on crée un réseau de professionnels de santé à la campagne. Dans 80% des cas, ce sont des infirmiers, 20% des cas, des pharmaciens. Et on va pouvoir accueillir les patients dans ces deux cadres-là, maintenir leur suivi, les accompagner à retrouver un médecin traitant. Donc ça, c'est important. Et puis, prendre en charge les soins non programmés. Donc, c'est un modèle cabinet médical nouveau genre, avec un réseau de salles de téléconsultation, hein, on peut les appeler comme ça, à l'échelle du département. Et ce modèle cabinet médical et son réseau de salles de téléconsultation, eh bien aujourd'hui, on l'a développé dans 6 grandes régions à travers une dizaine de départements. Et puis le développement continue de se faire parce que on est référencé par l'assurance maladie comme organisation territoriale de télémédecine. Donc comment le patient rentre dans le modèle, c'est assez simple, hein. Déjà, le patient, il faut qu'il soit éligible au modèle. Donc, ce sont les patients qui n'ont plus de médecin traitant en priorité. Et encore en priorité de cela, ce sont les patients qui souffrent d'une maladie chronique et qui n'ont plus de médecin traitant. Donc, on va prioriser ces patients-là. Le rendez-vous est régulé soit par le SAS, soit qualifié par un professionnel de santé. Et puis, on va pouvoir leur apporter une téléconsultation assistée, augmentée de suivi, organiser leur suivi et les voir, les revoir avec un dossier médical qui est parfaitement tenu, l'analyse des examens complémentaires et des avis spécialisés, les orienter vers les consultations de spécialistes dans leur territoire en fonction de leur pathologie. Le temps nécessaire à faire ce bridge entre le moment où ils n'ont plus de médecin traitant et le moment où on le retrouve, on les accompagne à retrouver avec un travail avec les CPTS et l'assurance maladie, on les accompagne à retrouver un médecin traitant dans leur territoire. Et puis, on prend aussi en charge dans ces territoires les patients qui ont encore un médecin traitant, mais qui n'est pas disponible dans le délai adapté. Pourquoi? Parce que le médecin traitant à la campagne, souvent, il a plus de remplaçant, il prend ses vacances, et il faut qu'on assure le suivi de ses patients. Donc, c'est lui qui nous sollicite pour maintenir le suivi ou alors son planning est surchargé, il peut pas voir tous les patients et c'est lui qui va nous orienter ces patients parce qu'on est coordonnés. Et chacun de nos cabinets, aujourd'hui on en a 9, réalise plusieurs milliers de téléconsultations par an pour apporter une brique à la problématique de l'accès aux soins de médecine générale. Moi, je fais de la médecine générale dans les territoires, dans une démarche de aller vers, pour que la télémédecine aille toucher les plus éloignés de la télémédecine au départ, c'est-à-dire les patients plutôt âgés, plutôt fragiles et plutôt ruraux. Voilà comment ça fonctionne. C'est super. J'imagine que les patients sont ravis de bénéficier de cette attention alors qu'il n'y avait pas possibilité de les aider avant et que les premiers retours doivent être positifs. On reviendra dessus tout à l'heure. On va passer maintenant au docteur Pierre Simon qu'on entendra par audio. Et on va lui demander, il se trouve que le docteur Simon connaît bien le docteur Goudour et sa société et qu'il en pense des choses très intéressantes. Donc, je vais laisser Pierre Simon s'exprimer à propos de ce modèle. Oui, alors bien que je n'ai pas malheureusement entendu Jérémy Goudour, il y a un petit problème de connexion, je suis dans une chambre d'hôtel. Je pense que bien connaître la société donc Omedis qu'a fondé Jérémy Goudour, et nous avons au sein du think tank des représentants, disons, de professionnels de santé qui travaillent avec Omedis, et nous sommes toujours un peu émerveillés de voir comment cette organisation territoriale de télémédecine permet à des infirmiers, des infirmières en exercice libéral de pouvoir organiser des téléconsultations avec le médecin référent de l'organisation territoriale de télémédecine. Donc,
je pense que déjà, pour répondre à la question de territorialité, il est vrai que cette proximité relative entre les infirmiers et infirmières qui organisent des téléconsultations et qui assistent le patient avec le médecin référent de Omedis, qui est au niveau de l'OTT, de l'Organisation territoriale de télémédecine, disons, est une bonne organisation qui donne des résultats tout à fait intéressants. C'est ce que nous décrit très souvent, disons, dans ces postes, Arnaud Gibaru, hein, qui est membre de notre think tank et qui travaille avec Omedis. Et docteur Pierre Simon, si vous pouvez compléter ceci par, à votre avis, je vais sortir une des questions qui vient du chat pour vous. Ça serait de différencier entre comment vous voyez le type de solution du docteur Goudour et les solutions qui sont proposées au niveau d'une borne, par exemple. Et après, on laissera le docteur Goudour compléter par rapport à cela. Donc, oui, alors j'ai vu effectivement la question dans le chat sur les bornes. Alors, écoutez, moi, j'ai la vision suivante, à la fois de la téléconsultation dans un territoire et de son organisation, en particulier de l'assistance par un professionnel de santé autorisé, que ce soit l'infirmier, infirmière ou bien le pharmacien. Je pense qu'aujourd'hui, les bornes de téléconsultation sont dans les pharmacies. Alors, la question qui se pose, et je l'ai posée à plusieurs pharmaciens, est-ce que le pharmacien assiste le patient lors de la téléconsultation à travers cette borne, ou bien est-ce que le patient est totalement laissé, disons, à lui-même pour faire cette téléconsultation qui comporte effectivement 5 ou 6 objets connectés qui sont pilotés à distance par le médecin. Personnellement, je m'interroge, mais je n'ai pas de données statistiques aujourd'hui très claires. On aimerait bien en avoir, et celle de savoir si véritablement des personnes âgées qui ne sont pas forcément très à l'aise dans les connexions au niveau des bornes ou des cabines, ou même, disons, chez eux, si ils sont capables d'être autonomes dans la réalisation d'une téléconsultation. Selon ce que j'ai entendu de la part, par exemple, de Arnaud Gibaru, qui est chez Omedis, c'est que l'assistance d'un professionnel de santé apporte beaucoup, je dirais, à la qualité de cette téléconsultation. Et je pense que pour répondre plus spécifiquement à la question des bornes, oui, si le pharmacien utilise l'outil qu'est la borne pour réaliser la téléconsultation en assistant la personne, donc il pourrait assister une personne qui n'est pas très à l'aise avec ce type de connexion. Je suis plus réservé si véritablement cette téléconsultation à travers des bornes n'est réservée qu'à des gens plus jeunes qui sont plus à l'aise pour les connexions. Donc, le but quand même de la téléconsultation, c'est d'offrir ce service à tous les citoyens, quel que soit leur âge. Ok, merci Pierre. Nous avons beaucoup de questions, c'est vraiment génial, il faut continuer. Alors, pas mal de questions, si je résume, concernent le statut, la CPAM, la légalité. Donc, je pense que Jérémy Goudour avait bien étudié tout cela avant de créer Omedis et suit ça au jour le jour. Donc, et si il peut parler donc du statut, de la légalité CPAM, du remboursement, prise en charge, de tout y quanti du côté réglementaire, s'il vous plaît. Bon. On va pas refaire la convention médicale qui est en place depuis septembre 2018. Alors, je veux pas prendre la place de Pierre Simon, qui est le grand expert de l'historique de la télémédecine, donc je commencerai en 2018. Mais en 2018, on est sorti du cadre expérimental de la télémédecine pour le rentrer
dans le cadre du droit commun, donc à travers la convention médicale et le code de la santé publique. Et globalement, finalement, il y a un concept simple qui concernant la téléconsultation, c'est de dire la téléconsultation, elle doit être réalisée par le médecin traitant du patient, point, pour être pris en charge. Mais rapidement, on s'est aperçu que comment on fait pour les patients qui n'ont plus de médecin traitant et pour les patients dont le médecin traitant n'est pas disponible dans le délai adapté. Et c'est là que la convention médicale a prévu, donc c'est rappelé dans ses articles 87, dans la dernière convention médicale, a prévu des cas d'exception, 2 cas d'exception. Donc voilà, le patient qui n'a plus de médecin traitant et le patient qui n'a pas accès à son médecin traitant dans le délai adapté. Et auquel cas, cette téléconsultation, eh bien, finalement, elle sera prise en charge par l'assurance maladie. C'est-à-dire que le patient sera remboursé ou le médecin sera payé s'il pratique le tiers payant, comme c'est notre cas, s'il est référencé par l'assurance maladie comme organisation territoriale de télémédecine. Voilà. Et dans le dernier cas, pour les patients qui habitent dans des zones en tension, pour les patients qui n'ont plus de médecin traitant et pour lesquels sur le territoire il n'y a pas d'organisation territoriale référencée par l'assurance maladie, alors effectivement, le concept de réponse dite hors sol en télémédecine est validé par l'assurance maladie avec un 3e cas quand c'est le SAS, le service d'accès aux soins, qui décide que cette réponse hors sol est tout à fait adaptée aux patients. Mais finalement, c'est gradué. C'est-à-dire que c'est le médecin traitant d'abord, puis si le médecin traitant n'est pas disponible, c'est l'organisation territoriale du territoire qui doit porter cette réponse. Si cette organisation territoriale n'est pas installée, n'est pas effective sur le territoire et que le patient n'a pas de médecin traitant et n'a pas d'autre solution, auquel cas on peut déroger à la notion de territorialité et s'élargir sur une réponse plus nationale qui pourrait être portée par différentes sociétés. Ça semble assez pertinent et ça semble pouvoir inclure tous les cas de figure des patients, des situations dans lesquelles peuvent se retrouver les patients. Je vous parle encore une fois là de la téléconsultation, je ne vais pas vous parler des autres branches de la télémédecine. Merci beaucoup. Je vais revenir dans un instant à Pierre Simon. Je vais rappeler un certain nombre des questions que nous avons. Alors Pierre, il faut noter, est-ce que vous pouvez nous redéfinir comment vous situez le terme territorialité? Est-ce que le terme en tant que tel a une définition réglementaire ou légale? Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous parler de comment, dans quelles circonstances, je pense que vous êtes conscient de ce cas qui est revenu là plusieurs fois par Isabelle Bertrand, une femme médecin qui a été condamnée à 80 000 € de remboursement en 2021. Donc territorialité, remboursement d'un excès de consultation et puis toute autre remarque sur la notion de l'acceptabilité légale ou réglementaire du modèle préconisé par la société Omedis. Oui, alors écoutez, moi je vais vous donner mon point de vue sur la territorialité telle que je l'ai compris au moins à travers les différents avenants que les syndicats médicaux ont signés avec l'assurance maladie. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une téléconsultation peut déboucher sur une consultation en présentiel. Et donc, dans la mesure où le médecin ne connaît pas le patient ou le patient ne connaît pas le médecin, le motif de la téléconsultation peut correspondre à une situation qui ne peut pas être totalement résolue par la téléconsultation et il faudra que le médecin puisse ensuite orienter le patient vers une consultation en présentiel. Je crois que c'est une des raisons principales de cette notion de territorialité pour les soins primaires. Je précise bien pour les soins primaires, car aujourd'hui, et je pense que c'était l'avis en 2018 de l'assurance maladie, et qui était de dire on ne peut pas permettre rembourser, c'est-à-dire reconnaître une téléconsultation qui est réalisée en soins primaires, je précise, à 800 km du médecin,
parce que s'il y a besoin d'une consultation en présentiel dans les suites immédiates de la téléconsultation, eh bien, ce sera absolument difficile à organiser et il y aura des pertes de chance. Donc, je pense que la notion de territorialité vaut aujourd'hui pour les soins primaires. On ne connaît pas le motif de la téléconsultation et ce motif peut entraîner, disons, immédiatement l'orientation vers un examen physique en consultation présentielle. Donc ça, c'est le premier niveau de ma réponse. Ensuite, il y a la question de territorialité pour les, comme l'a dit Denise initialement, pour les maladies rares ou bien pour des spécialités qui ne sont pas forcément à proximité du territoire où vit le patient. L'avenant 9 a tout à fait pris en compte, disons, cette situation, puisqu'il autorise à ce qu'il y ait des téléconsultations en dehors du territoire, mais des téléconsultations avec un spécialiste, c'est-à-dire une téléconsultation que quand il y a un médecin traitant qui est conseillé par le médecin traitant, et surtout s'il s'agit d'une maladie rare, on peut tout à fait avoir le spécialiste à distance, comme le disait tout à fait justement Denise tout à l'heure dans l'introduction. Mais tout ça, ça s'organise, si vous voulez. Ce sont des téléconsultations qu'on appelle programmées sur des sujets qui sont bien ciblés, dont on sait qu'on n'aura pas besoin immédiatement à la fin de la téléconsultation d'un examen physique en présentiel. Donc, je pense que la question de la territorialité fait qu'il faut bien distinguer les soins primaires, disons, des soins spécialisés. Hein. Est-ce que je peux intervenir à cet instant, puisque je vois que dans le chat, cela reste, il y a des questions. Peut-être que je peux reformuler la question de territorialité. Où s'arrête le territoire? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le bon territoire, dans le même territoire? Et je vais demander aux deux, si vous pouvez donner une première remarque, Pierre-Simon, à propos de CPTS par rapport à cela, et je poserai la même question à Jérémy Goudour sur la coordination entre ces cabinets et les CPTS. Donc, définition de territoire. Comment je sais que je suis encore dans le territoire? Alors, je pense que Jérémy Goudour va pouvoir le dire, puisque l'OMEDIS fait partie d'une organisation territoriale de télémédecine. Hein. Il y a à peu près en France une cinquantaine d'OTT qui ont été reconnus par l'assurance maladie. Donc, ça veut dire qu'il y a un territoire. Hein. Alors, je pense qu'il faut faire simple également. Aujourd'hui, quelles sont les organisations qui définissent un territoire? Ce sont les CPTS, puisque les CPTS, alors le territoire varie hein, en fonction de 50 000 habitants, 100 000 habitants, 150 000 habitants, rarement plus pour une CPTS. Et donc, je pense que ça laisse supposer que dans les pratiques de télémédecine, il y a une collaboration avec les CTS qui sont chargés de la coordination. Notamment, et je crois que Bédaviz était assez, disons, sensible à cette question, dans les téléconsultations non programmées, hein, qui se font au niveau d'un territoire. On peut pas, une téléconsultation non programmée de soins primaires, puisque le non programmé est toujours de soins primaires, on ne le voit pas la réaliser à 800 km de distance, si vous voulez. Sauf, bien sûr, coup de chance, c'est une bobologie, il n'y a pas de suite à donner, bien sûr, mais on ne peut jamais l'anticiper, puisque le médecin ne connaît pas, a priori, le motif de la téléconsultation. Donc, c'est pour ça que, par sécurité, pour qu'il n'y ait pas de perte de chance, je pense que l'assurance maladie, à juste titre, a dit que les téléconsultations de soins primaires, j'insiste là-dessus, doivent se faire dans un territoire. Alors, le territoire, ça peut être la CPTS, bien sûr. Ok, alors on va demander donc à Jérémy Goudour de revenir sur la question de territoire, de CPTS, et puis je vois que Isabelle Carillon mentionne que la définition doit être liée au type d'activité du médecin sollicité. Il n'y a pas de commune mesure entre le premier recours et un avis spécialisé en douleur chronique dans une pathologie rare. Je crois qu'on est tous en train de dire la même chose, que ça dépend. Ce que vous aviez dit tout à l'heure, Jérémy, je ne sais pas si on arrivera
à verbalement exprimer suffisamment bien des définitions sans exception pour que tout le monde soit d'accord, mais on va essayer. Jérémy, je vous donne cette grande tâche. Alors, elle est difficile, puisque moi j'ai une appréciation individuelle qui est fondée sur la performance de la téléconsultation que je vais proposer à mes patients. C'est déjà la première des choses, c'est-à-dire que éthiquement, je dois garantir à mon patient la qualité de la prise en charge que je lui propose. Et pour garantir cette qualité de la prise en charge, la territorialité est importante, notamment pour pouvoir orienter les patients correctement dans des filières que je maîtrise ou pouvoir réorienter les patients vers une consultation physique si la téléconsultation n'est pas un acte abouti. C'est-à-dire si j'ai pas répondu complètement à la problématique de mon patient. C'est ce que disait Pierre Simon à l'instant, c'est-à-dire que finalement c'est ce délai, c'est la réorientation qui va permettre de définir le territoire dans lequel on va pouvoir prendre en charge les patients. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, le territoire bénéficie d'une couverture assez intéressante de ces PTS, donc de ces exercices coordonnés entre professionnels de santé. Et c'est là où c'est très intéressant, puisque les territoires des CPTS, ils ont été calqués sur une densité de population, sur un nombre d'habitants, mais ils ont été calqués surtout sur des filières habituelles. C'est-à-dire que quand on est médecin, quand on prend en charge un patient, on le prend en charge dans son environnement et connaissant son environnement. C'est pas pareil de prendre en charge un patient en plein centre d'une agglomération qui a un centre hospitalier universitaire capable de le prendre dans la journée ou le lendemain dans un service de spécialité, que de le prendre en charge dans le nord de la Haute-Marne ou des Ardennes, où le spécialiste n'est touchable que dans l'année au mieux et à 80 km. Et si on maîtrise pas ces filières-là, on peut pas le prendre en charge au-delà du fait de la petite bobologie du patient qui va bien. Mais si on veut prendre en charge des patients dont on va assurer le suivi, des patients compliqués et des maladies chroniques, il faut maîtriser l'environnement de ce patient. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, notre modèle d'organisation territoriale, il a commencé en 2018. On a été des premières référencés comme organisation territoriale de télémédecine par l'assurance maladie et son organe qui les référence, c'est-à-dire des commissions paritaires. Donc d'un côté de la table, les médecins libéraux et les syndicats, et de l'autre côté, l'assurance maladie. Il n'y avait pas les CPTS. Bon, donc on a commencé sans les CPTS. Donc on est parti à une échelle de ce qu'on disait département, puis département et département limitrophes, parce que c'était les mêmes filières. Et maintenant qu'il y a les CPTS, notre développement et nos installations de salles de téléconsultation là où sont les patients, mais aussi de cabinets là où sont les médecins, sont toujours et uniquement intégrés au projet des CPTS. C'est-à-dire que on conventionne avec les CPTS et on intègre le modèle dans le projet de santé de la CPTS qui va pouvoir le piloter. Donc, moi, je trouve que la notion de territorialité, quand elle est portée par la CPTS, voire par l'inter-CPTS, si on mobilise des moyens et c'est les mêmes filières, c'est une notion qui est tout à fait intéressante dans la maîtrise de l'environnement des patients qu'on prend en charge, pour les soins primaires de médecine générale, comme le rappelait Pierre. Alors, encore beaucoup de questions. Jérémy, comment êtes-vous enregistré dans les fichiers de l'assurance maladie? Vraiment, moi, je suis une société d'exercice libéral. Donc, je suis un cabinet médical. Donc, je suis enregistré comme n'importe quel médecin dans les fichiers de l'assurance maladie. J'ai un numéro d'assurance maladie et tous les médecins qui viennent travailler, qui font des demi-journées chez nous, ont un numéro d'assurance maladie qui leur est propre, nominativement, mais qui leur est propre aussi à l'activité au sein de ma société d'exercice libéral, enfin de mes sociétés d'exercice libéral, puisque ce modèle de cabinet médical, il se réplique. Et comme on est enregistré, référencé à l'assurance maladie comme organisation territoriale de télémédecine, quand on fait un acte de télémédecine, cet acte, il est raccroché au numéro d'assurance maladie du médecin, qui est connu par l'assurance maladie, et l'assurance maladie
va rembourser l'acte. Alors nous, on a un modèle même un petit peu particulier. C'est-à-dire que le patient ne fait aucune avance de frais, on fait le tiers payant intégral. Donc, c'est directement l'assurance maladie et les complémentaires santé qui nous payent. Comme ça, il n'y a pas de sujet de remboursement, de doute pour le patient ou pour l'organisation territoriale. C'est le médecin qui est payé directement par l'assurance maladie. J'espère que ça répond Voilà. à la question sur comment on est enregistré. Voilà. Et alors, maintenant, on revient avec des questions qu'on a un peu couvertes, mais peut-être qu'il faut les repréciser parce que tout le monde n'était pas forcément présent à tout moment. C'est donc, il y a différents cas de figure. Si vous pouvez revenir, mais de façon synthétique, sur comment la personne sans médecin traitant vous est référée, comment il entre dans ce système. Comment vous le connectez à un spécialiste? Est-ce que ce spécialiste doit être au sein de la communauté CPTS? Qu'est-ce que vous faites si les personnes qui devraient le recevoir par téléconsultation ne sont pas disponibles? Je pense que vous les remplacez par quelqu'un d'autre. Excusez-moi, Denise, la question, c'était pour qui? Pour Pierre ou pour moi? Pardon, pour vous. Ok, très bien. Alors, encore une fois, moi, dans mon modèle, on ne fait que de la médecine générale. J'ai pas d'autres spécialités que la médecine générale dans mon organisation territoriale de télémédecine, dans mon cabinet et dans mes cabinets médicaux. Comment le patient va rentrer dans le dispositif? Le patient, il va rentrer dans le dispositif, justement, tout l'intérêt qu'on ait travaillé avec les CPTS et l'ensemble des professionnels de santé des territoires, parce qu'un patient qui n'a plus de médecin traitant, il va se tourner vers qui? Il va se tourner vers son pharmacien, il va se tourner vers son infirmier du village. Et donc, c'est ce pharmacien ou cet infirmier qui va pouvoir le rentrer dans le dispositif. Il va le signaler à notre cabinet en disant, attention, le patient n'a plus de médecin traitant, il se retrouve isolé et il ne peut plus être pris en charge. Auquel cas, eh bien, on va l'orienter vers la salle de téléconsultation de son village et on va lui donner un rendez-vous. Il va y être accueilli par l'infirmier qui est dans cette salle de téléconsultation, infirmier libéral, et on va pouvoir réaliser sa téléconsultation. Donc, c'est assez simple pour le patient dans son village. Il faut le remettre ça parce que nous c'est vraiment les territoires, de trouver le point d'entrée. Évidemment, il y a tous les autres points d'entrée plus à l'échelle du dessus, qui sont le service d'accès aux soins qui a accès à nos agendas, les CEPAM qui vont orienter les patients quand ils se signalent comme sans médecin traitant, etc. Mais le patient, il va être réorienté par l'ensemble des professionnels de santé du territoire ou des tutelles qui le dépistent comme n'ayant plus de médecin traitant. Donc, globalement, à part, on arrive quand même à toucher quasiment l'ensemble de ces patients qui n'ont plus de médecin traitant, parce que il y en a très peu qui ne cherchent pas une solution annexe auprès de leur territoire. Oui. Et donc, on va revenir, peut-être que chacun peut parler. Je vais commencer par le docteur Pierre Simon. Puisque nous avons ici un modèle qui est porté, qui fait un focus sur le médecin traitant, le médecin généraliste, comment voyez-vous sur le territoire français, et pas seulement avec le modèle Omedis, l'accès aux spécialistes? Quels seraient pour vous les exemples, docteur Simon, des meilleures façons de connecter le patient et le spécialiste? Alors, je crois qu'il y a deux niveaux de réponse. Il y a la première réponse, on est en France, c'est l'assurance maladie a défini, disons, des spécialités qui font partie du parcours de soins et qui ne peuvent être adressées, le patient ne peut être adressé à ces spécialistes que sur le conseil du médecin traitant. Il y a 5 spécialités qui peuvent éviter de passer par le médecin traitant, c'est-à-dire c'est la gynécologie, l'ophtalmologie, la pédiatrie, la stomatologie et j'en oublie une sur les 5. Oui, gynécologie, ophtalmologie, stomatologie, pédiatrie et puis psychiatrie. Voilà. Donc ce sont les 5 spécialités où le citoyen peut avoir un accès direct à un spécialiste. Autrement, dans la règle française, les autres spécialités doivent passer par le médecin traitant. Donc, le médecin traitant, il peut tout à fait proposer à son médecin d'accéder à un médecin spécialiste, soit
en présentiel, s'il peut obtenir un rendez-vous, soit par téléconsultation. Mais à ce moment-là, le médecin traitant doit envoyer au médecin spécialiste des données du dossier du patient pour que le médecin spécialiste puisse, disons, donner un avis qui soit un avis, disons, motivé et de qualité. La question que vous posez, alors je crains de la comprendre de cette manière, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec la téléconsultation, tout citoyen peut avoir accès à n'importe quel spécialiste? Je crois que non. Hein, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que 5 spécialités qui ont un accès direct, disons, aux citoyens. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait, mais c'est ça la réponse. Je vois que on a un public tellement passionné que toute réponse incite question. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui voudront rester après la fin du webinaire, rester en classe pour discuter avec les professeurs. Donc, je vais changer de mon fusil d'épaule pour 2 secondes pour quitter cette série de questions qui sont très imbriquées les unes dans les autres. Je voudrais poser une question de la part du docteur Jacques Lucas, qui, sans surprise, nous pose une question sur le DMP. Alors, docteur Goudour, le DMP, ils s'en servent ou ils s'en servent pas dans vos cabinets? Comment ça se passe? Depuis le début, voilà, pour rassurer le docteur Jacques Lucas, le DMP, eh bien, oui, nous, on a fait le choix depuis le début de tout importer. Les documents de téléconsultation sont importés au DMP. Il faut reconnaître que le DMP, au moins nous, au début de l'aventure qui a commencé en 2019 et 2020, enfin une fois que le DMP a été mis en place, n'était pas le vecteur le plus performant pour se transmettre les informations avec les autres médecins du territoire parce qu'il n'était pas très usité. Mais aujourd'hui, le DMP est quand même beaucoup plus utilisé par les professionnels de santé. Et nous, on a gardé cette ligne de mettre un compte-rendu et les prescriptions, enfin tout ce qui était intéressant pour le patient dans son dossier médical partagé. Et depuis quelques mois maintenant, on va même y chercher des informations concernant les patients qu'on ne connaît pas. Et c'est une vraie plus-value de bénéficier dans le DMP du patient de ces derniers résultats d'examen complémentaires et ces derniers compte rendu d'avis spécialisés quand on en a besoin. Le DMP, c'est cette bibliothèque source dans laquelle on va nous importer des médicaments, des documents et aller chercher des informations, mais on complète toujours nous les liens avec les professionnels de santé, soit les médecins traitants, soit les infirmiers avec lesquels on travaille, ou les pharmaciens, par les messageries de santé sécurisées, où on va se transmettre les différentes informations qu'on a dans le dossier médical du cabinet. Voilà. Donc nous, c'est vraiment l'usage aujourd'hui des outils régaliens, c'est DMP et messagerie de santé sécurisée. Alors, j'ai aussi une question pour vous, c'est que nous n'avons pas beaucoup parlé des retours d'expérience de la part des professionnels de santé. J'imagine que les infirmiers dans les cabinets adorent parce que ils ont un rôle, ils sont valorisés, ils aident quelqu'un qui n'aurait pas eu un rendez-vous, mais je ne suis pas là, donc vous allez nous dire. Et d'autre part, le médecin qui vit ce changement une fois par semaine, il vient une demi-journée. Est-ce que c'est un changement positif pour lui? Est-ce qu'il regrette peut-être qu'il ne connaît pas en personne le patient? Comment ça se passe pour ces professionnels de santé? Alors, pour les infirmiers, effectivement, il y a l'attrait d'une nouvelle pratique. Il y a l'attrait d'une pratique qui va avoir un impact sur l'accès aux soins de premier recours pour des patients qui souvent sollicitent les infirmiers de leur village en disant qu'ils n'ont pas de solution. Souvent, il y a même une espèce de transfert de tâches. Les infirmiers essayent de trouver des solutions pour pallier à cette absence de médecins traitants. Donc, il y a un vrai attrait de la part des infirmiers dans cette nouvelle pratique. Ce qu'on peut regretter quand même, c'est que cette pratique ne soit pas suffisamment valorisée en termes d'honoraires proposés aux infirmiers par l'assurance maladie. Voilà. Ce qui fait que leur engagement
il se fait au détriment d'un temps qui était soit aux soins, soit d'un temps personnel qui était off, mais il n'est pas suffisamment rémunéré. Aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, c'est que justement les CPTS ou les territoires mettent bien volontiers un petit peu la main à la pâte pour compléter les revenus des infirmières qui vont s'engager dans le projet pour avoir un impact important dans leur territoire d'exercice. Donc, ça, c'est le premier point. Un attrait à l'offre de soins et au projet de manière générale dans sa vertu d'améliorer l'accès aux soins, mais un frein d'honoraires et de valorisation de l'acte conventionnel pour les infirmiers. Côté médecin, c'est un petit peu pareil. La téléconsultation n'a pas été revalorisée. On peut en débattre pendant des heures, pendant des jours, savoir qu'est-ce qu'on paye quand on vient faire une consultation. Est-ce qu'on paye est-ce qu'on paye la démarche intellectuelle ou est-ce qu'on paye le fait d'être en physique avec le médecin? Voilà, mais ça, chacun a son avis. Nous, les médecins viennent chercher, comme ils exercent en activité complémentaire et minoritaire par rapport à leur activité habituelle, ils viennent chercher, les médecins qui s'engagent avec nous, une diversification de leur activité quotidienne dans la semaine. Ils viennent chercher à s'intégrer dans un projet de territoire solidaire avec les territoires qui sont en difficulté d'accès aux soins et solidaire avec ces patients-là. Ils viennent y chercher une médecine de qualité, c'est-à-dire pouvoir assurer le suivi des patients, prescrire des examens complémentaires, recevoir et traiter les résultats, rappeler les patients, tenir à jour un dossier médical. C'est-à-dire qu'ils viennent pas chercher une médecine au rabais et ils viennent chercher une médecine de qualité. Et puis, les médecins qui s'engagent dans ce dispositif, ils viennent aussi chercher un travail en équipe, une espèce d'animation. Nous, le pôle de médecins qui travaille avec nous est très animé. Donc, on fait des retours d'expérience, chacun apporte sa brique. Bref, il y a une émulation autour du projet qui se fait pour que cela reste très attractif, malgré le fait que c'est quand même moins bien rémunéré que la consultation physique. Bon, voilà pourquoi ce que viennent chercher avec nous les professionnels de santé des territoires quand ils s'engagent dans le projet. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, je reviens avec une question qui va être traitée après par Pierre. C'est, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une collaboration entre CPTS, parce qu'on a le problème, comme je citais pour les États-Unis, qu'on peut être à 10 km de part et d'autre de deux CPTS, par exemple, ou simplement qu'il n'y a pas ce qu'il faut dans un CPTS. Avez-vous connaissance de cela? Je commence par Pierre pour qu'il puisse nous parler au-delà de votre exemple, et après, si Jérémy le souhaite, il peut compléter. Donc, Pierre. Alors, écoutez, je m'excuse, mais pouvez-vous reformuler la question, Denise? Oui, il n'y a aucun souci. Donc, est-ce que deux CPTS peuvent être relativement proches l'une de l'autre, et un patient ne peut ne pas avoir de solution directement là où il est? Est-ce que quelqu'un peut faire appel au bon médecin de l'autre côté? Là, on n'est pas limité à la question du médecin traitant, ça peut aller au-delà. Oui, alors, si on n'a peut-être pas parlé, alors je m'excuse, mais ça a peut-être été abordé, je ne l'ai pas vu dans les chats, mais il y a un régulateur de tout ça quand même au niveau d'un territoire dont on n'a pas parlé, en particulier pour les soins non programmés, c'est le SAS, c'est le système d'accès aux soins. Hein, c'est la plateforme SAS qui normalement se met en place, et je pense qu'elle est en place dans tous les territoires aujourd'hui, dans tous les départements, et le régulateur, le médecin régulateur de la plateforme SAS, disons, oriente le patient vers tel ou tel praticien en fonction de la question qui est posée du motif de la téléconsultation. Alors, la CPTS joue un rôle, effectivement, et je pense que tout cela va, l'interconnexion entre les organisations territoriales en place, que ce soit les CPTS, que ce soit les OTT, avec le SAS,
disons, c'est des choses qui sont tellement nouvelles aujourd'hui qu'on n'a pas suffisamment de recul pour voir si ces initiatives faites par les pouvoirs publics ont un réel impact sur le parcours de soins d'un citoyen dans un territoire donné. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir pour que tout ce qui a été mis en place fonctionne, d'une part, et apporte un service rendu à la population, mais on n'a pas encore aujourd'hui de résultats, en quelque sorte. Hein. Alors, on peut avoir des certitudes, mais les certitudes, c'est pas des résultats, si vous voulez. Hein. Donc, voilà. Alors, à votre question, Denise, bien sûr, si la ressource médicale se trouve dans la CPTS voisine, à mon avis, il n'y a aucune interdiction à ce que le patient, le citoyen, s'adresse à un médecin qui est dans la CPTS voisine. Je ne crois pas que dans les règles actuelles érigées par l'assurance maladie vis-à-vis des CPTS, il y a l'interdiction de passer d'une CPTS à une autre. Au contraire, hein, je pense que ça, à mon avis, ça tombe sous le sens. Hein, voilà, donc voilà ma réponse. Mais ne pas oublier qu'il y a quand même un régulateur au-dessus de tout ça, qui est le SAS. Alors, je sais que ça a été, c'est tellement nouveau qu'on ne voit pas encore comment il intervient dans la régulation, notamment des demandes de consultation non programmées, hein, celles qui sont faites auprès des plateformes hein, de téléconsultation. On verra, j'espère qu'on aura des évaluations, soit faites par l'adresse, soit par d'autres organes qui nous diront comment s'harmonise un petit peu toutes ces offres de services faites aux citoyens. Ok, bon, merci Pierre. Alors, Jérémy, on va essayer de compléter la question parce que dans le chat, les personnes restent avec un manque d'informations sur la notion de la relation avec le spécialiste. Donc, à quel moment vos médecins qui viennent faire ces téléconsultations augmentées à distance peuvent-ils recommander un spécialiste? Comment est-ce que ça se passe? Parce que ce n'est pas ça que vous proposez, c'est vous le médecin généraliste. Qu'est-ce qui se passe si le spécialiste, le seul que vous connaissez, n'est pas disponible? On me parle beaucoup de OTT. Il n'y a pas de particularité au fonctionnement de nos cabinets médicaux qui font de la télémédecine par rapport au fonctionnement d'un cabinet médical classique. C'est-à-dire que si on a besoin d'orienter un patient vers un spécialiste, d'autant plus qu'on connaît le territoire puisque on exerce dans le territoire, on va l'orienter comme votre médecin traitant vous oriente vers le spécialiste. De la même manière, on va faire un courrier. Si on voit que le patient n'est pas autonome pour prendre le rendez-vous, on va prendre le rendez-vous à sa place. Et si on voit qu'il a besoin d'un rendez-vous plus rapide que les disponibilités qui sont affichées sur son agenda, on va appeler directement le spécialiste ou son secrétariat pour essayer de pousser le rendez-vous. Bref, c'est le quotidien d'un cabinet médical, c'est le quotidien du médecin traitant. Donc, on va faire exactement la même chose. Hein, on va faire exactement la même chose. Tout l'intérêt d'exercer dans le territoire et que les médecins se connaissent. Voilà, on a construit les propres filières, c'est des médecins qui connaissent les filières et qui peuvent renvoyer vers le patient. Et quand le spécialiste aura vu le patient, il va nous adresser un compte rendu, on va traiter le compte rendu, voilà, avec le patient, modifier son traitement ou lui préparer et lui prescrire les examens complémentaires et le parcours qu'aura décidé le spécialiste. Rien de neuf sous le soleil. C'est-à-dire on fonctionne comme un cabinet médical puisqu'on est un cabinet médical qui exerce dans le territoire pour des patients du territoire, à l'échelle de la CPTS ou de l'inter-CPTS, comme le rappelait Pierre Simon juste à l'instant. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière. Je voyais une question qui est peut-être liée sur le chat et que peut-être, Denis, si vous me permettez, on va traiter en même temps. C'est comment on fait pour accompagner le patient à retrouver un médecin traitant. Nous, on prend en charge des patients qui n'ont pas de médecin traitant et dans notre modèle, on fait la promesse de mettre en œuvre des process pour l'accompagner à retrouver un médecin traitant. Alors déjà, première des choses, on n'a pas de baguette magique, ça ne marche pas à tous les coups. Voilà. Mais on va mettre en place des systèmes qui vont permettre aux patients de retrouver un médecin traitant. Il y a plein de systèmes différents. S'il y a déjà des systèmes qui sont proposés par les CPTS avec lesquels nous travaillons, et ça, des CPTS en ont, on va s'intégrer
au projet de santé de la CPTS et on va appliquer les protocoles mis en place par la CPTS. S'il n'y a pas ce genre de protocole dans les projets de soins de CPTS, nous, on propose un modèle qui est un petit peu particulier et qui repose sur le fait d'une première étape, de suivre plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà de bien recenser les patients qui n'ont plus de médecin traitant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques de données de l'assurance maladie, pour les patients qui n'ont plus de médecin traitant, elles sont largement sous-estimées, puisque si votre médecin traitant part à la retraite et que vous n'en retrouvez pas d'autres, vous êtes considéré comme ayant un médecin traitant encore pendant les 2 à 3 années après la retraite du médecin traitant. Pareil si votre pauvre médecin traitant décède. Et pareil, si vous déménagez à 800 km de votre médecin traitant, vous arrivez dans un territoire, vous ne retrouvez pas encore de médecin traitant, ben, vous êtes considéré comme ayant un médecin traitant, même s'il est à 800 km. Donc nous, on va déjà recenser ces patients qui vont rentrer vers nous en disant « j'ai vraiment plus de médecin traitant objectivement accessible ». Et 2, on va les scorer. C'est-à-dire qu'on va les scorer en termes de gravité. On va prioriser les patients les plus fragiles. Alors nous, on utilise un score, c'est le score de Charlson modifié, pour que on puisse avoir une visibilité du paysage sur un territoire des patients fragiles qui n'ont plus de médecin traitant. Et avec ces deux visuels, et notamment ceux qu'il faut prioriser, un travail avec les CPTS, avec les MSP locales, avec les médecins locaux, même s'ils sont installés de manière isolée, eh bien, on va prioriser les patients les plus fragiles en premier pour retrouver un médecin traitant, soit quand une place se libère chez un médecin, soit un médecin qui accepte d'élargir sa patientèle parce que le patient sera suivi conjointement par lui physiquement et par nous en téléconsultation. Et avec ces petits moyens, ces petites méthodes qui sont du bon sens paysan, ben finalement, on a des belles réussites sur certains territoires. Si je prends le dernier en date qu'on a évalué sur l'ouest de notre département, dans l'Aube, du département là où je suis, le Nogentais, eh bien, l'année dernière, on a réintégré 20% des patients qui n'avaient plus de médecin traitant auprès d'un médecin traitant physique. Voilà pour répondre répondre aux deux questions, celle du spécialiste et celle de retrouver un médecin traitant. Alors, j'ai une mission extrêmement difficile pour Pierre Simon. Pouvez-vous, en 1 minute, traiter le problème de l'interopérabilité par rapport à la territorialité? Ah, écoutez, je vais essayer de vous répondre en 1 minute. Pour moi, l'interopérabilité entre les différents systèmes numériques, il s'impose au niveau effectivement des territoires. Donc, vous avez d'ailleurs souligné son intérêt pour réaliser des téléexpertises, pour également avoir l'accès au DMP de mon espace santé, que les logiciels métiers doivent être interopérables avec également le DPI, bien sûr, des médecins, mais également le DMP. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'interopérabilité, c'est un sujet majeur qu'on ne peut pas écarter et que si on veut que ça fonctionne au sein d'un territoire pour le service, disons, à la population, il faut que tout ce qui est numérique, tous les outils du numérique soient interopérables entre eux. Merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu faire 1h30 de webinaire. Il y a plein de bonnes choses dans le chat. Ça va peut-être être repris pour certaines dans le e-book qui suivra. Et Stéphanie Hervier, bon, après avoir remercié Jérémy et Pierre, Stéphanie doit conclure en un temps record. Je vais essayer d'être efficace. Non, la première chose, je voulais vraiment vous remercier déjà Jérémy et Pierre ainsi que Denise et tous les participants parce que ce webinaire a été particulièrement riche. Je crois qu'on a dépassé tous nos records en termes d'interaction et de nombre de questions. Donc, merci pour l'intérêt que vous avez manifesté. Maintenant, pour conclure, voilà, on a beaucoup parlé de territoire, de limites de territoire, d'exceptions qui devraient devenir la règle, même de solidarité entre territoires. Je voudrais reprendre donc ce que notamment présentait Jérémy, où en fait l'essentiel, c'est la notion de prise en charge graduée. C'est-à-dire que le parcours d'un patient, en fait, il doit respecter une logique de cercle concentrique. Priorité à son médecin traitant pour les soins primaires. Sinon à l'organisation territoriale de santé et ou le service d'accès aux soins. Sinon au territoire d'à côté, etc. En revanche, certaines spécialités, elles vont être plus éloignées géographiquement et il faut pouvoir les solliciter. Mais d'ailleurs, il ne me semble pas qu'on l'ait précisé, à contrario de la téléconsultation, la téléexpertise, elle n'impose pas de territorialité.
Et ça, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il y a un filtre qui est réalisé par un professionnel de santé, vu que c'est un requérant qui sollicite un requis. Donc finalement, comme l'indiquait Pierre Simon, tout cela doit s'organiser. Et après, en tout cas, ce qui est sûr et ce que nous, on porte chez Medavise, c'est qu'il faut sortir de la zone grise actuelle, parce que la zone grise actuelle, elle fait coexister plusieurs types de téléconsultations et elle solvabilise certains actes avec des contrôles pas évidents à mener, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions prises en charge par l'assurance maladie. Et donc, il faut aller déterminer qu'est-ce qu'on entend par territoire. Il y a eu quand même beaucoup de questions sur le sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Est-ce que c'est le bassin couvert par la CPTS pour donner corps à la mission socle 1? Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est la région? Comment est-ce qu'on traite en particulier la téléconsultation assistée, vu qu'il y a bien un professionnel à côté d'un patient? Et enfin, quelle est la règle qui permet de déterminer que soit on va aller rendre, entre guillemets, un simple service médical, mais donc dans ce cas-là, est-ce que service médical ne devrait pas juste passer en financement privé? Ou alors, est-ce qu'il s'agit bien d'un acte qui relève du parcours de soins et donc qui doit être pris en charge par la puissance publique? Donc voilà, il y a encore beaucoup de questions ouvertes et la bonne nouvelle, c'est que ces questions-là devraient être traitées lors des assises de la télémédecine qui sont organisées en juin prochain par la CNAM. Félicitations à Medavise parce que vraiment c'était un moment exceptionnel aujourd'hui. Un énorme bravo au docteur Goudour pour la création de son modèle et pour sa conduite, et au docteur Pierre Simon pour tout ce qu'il fait depuis toujours pour faire avancer la télémédecine et dans le détail. Merci à toutes et tous et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.